Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir le professeur Yves Dauvilliers qui est professeur de neurologie et qui dirige le centre du sommeil à Montpellier. Et Yves, aujourd'hui tu vas nous parler au cours de la session hypersomnie finalement de la plainte d'hypersomnolence et puis de la place des hypersomnies centrales dans cette plainte d'hypersomnolence. Est-ce que tu peux nous dire globalement quelles sont ces hypersomnies centrales et quand est-ce que le psychiatre doit y penser? Donc c'est une vaste question. Donc la somnolence en population générale, c'est extrêmement fréquent. Ça va toucher 15-20% des gens. Ça, c'est la somnolence diurne. Après, il y a les hypersomnistes, donc c'est les longs dormeurs qui se plaignent de trop dormir et d'avoir un dysfonctionnement la journée après, malgré leur temps de sommeil allongé. Là, c'est très fréquent aussi, ça va être 5-8%. Donc on parle de malades extrêmement fréquents, c'est-à-dire de plaintes cliniques fréquentes. Et après, il y a un tout petit nombre qui vont effectivement à des hypersomnies centrales, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dans leur cerveau qui explique ce pourquoi ils ont une somnolence plus sévère que la moyenne des autres. Et ça, il faut les enregistrer pour objectiver la somnolence, parce que souvent les gens en population générale se plaignent de somnolence, mais quand on les enregistre, ils n'ont pas de somnolence objective avec des tests qui sont normés. Donc les gens qui se plaignent de somnolence et qui ont vraiment une somnolence handicapante validée, eh ben, on n'a pas beaucoup de maladies, on appelle ça les hypersomnies centrales, qui sont des maladies rares. Il y a la narcolepsie de type 1, de type 2 et l'hypersomnie idiopathique, pour donner les grands noms. D'accord, bah, écoute, effectivement. Et ces hypersomnies, du coup, centrales, narcolepsie et hypersomnie idiopathique, comment on les traite? Donc actuellement, on essaye de traiter avec des stimulants de la veille. Les plus anciens sont les amphétamines qui sont bien connus. Puis après, on a réussi à affiner des mécanismes d'action sur le transporteur de la dopamine, sur le transporteur de la norépinéphrine. Donc on a des médicaments un peu plus innovants, ou sur le transporteur de l'histamine aussi, pour citer les derniers mécanismes d'action qui font l'objet de molécules qui sont sur le marché. Et puis on a la chance aussi récemment d'avoir trouvé une molécule qui est responsable de la narcolepsie de type 1, puisqu'on manque d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'hypocrétine, qui est déficient chez ces patients narcoleptiques, et on travaille pour redonner de l'hypocrétine comme on donne de l'insuline aux diabétiques, donc de suppléer le manque. Donc il faut plutôt parler en termes de mécanismes d'action que de médicaments, et essayer d'avoir une médecine personnalisée pour compenser un manque, un trouble de la dopamine, de la norépinéphrine, de l'histamine, de l'orexine, et de donner une médecine de précision. Oui, absolument. C'est vraiment que ça, tu as vraiment bien mis ça en lumière. Et puis, tu es un des grands spécialistes internationaux justement de cette hypocrétine. Tu avais vraiment essayé de démêler d'abord voilà, la cause, finalement, ce déficit d'hypocrétine dans la maladie narcolepsie. Et puis, tu as utilisé cette voie-là, du coup, pour dégager des pistes thérapeutiques. Est-ce que tu peux nous parler de ces perspectives, justement, thérapeutiques sur cette voie hypocrétine? Donc, merci de me poser cette question, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille dessus, et on a été très excités de voir qu'il y a un manque d'hypocrétine dans la narcolepsie, et c'est que 80 000 neurones sur 100 milliards de neurones que l'on peut avoir, et ils se projettent sur plein de récepteurs dans le cerveau qui sont dans des structures qu'on connaît bien maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des structures d'éveil, et donc on va avoir plein de conséquences de ce manque d'hypocrétine sur la locomotion, le circuit de la récompense, sur l'éveil, la nutrition, le métabolisme, et donc on peut activer ces régions quand elles sont déficitaires. Et à l'inverse, les gens qui sont plutôt insomniaques, qui vont avoir aussi des troubles du métabolisme, du circuit de la récompense et autres associés à l'insomnie, on va pouvoir au contraire inhiber l'hyperactivité de ce système et donner donc des antagonistes des récepteurs de l'hypocrétine pour l'insomnie. Donc en fait, on a un peu une molécule phare qui va permettre un switch entre l'éveil et le sommeil, et pouvoir avec des molécules maintenant jouer sur l'éveil ou le sommeil en fonction de la plainte. C'est vraiment excellent, et puis ça offre vraiment de très belles perspectives pour notre pratique future en psychiatrie. Pour l'instant, vous l'avez compris, qui est réservée pour les centres du sommeil, pour les hypersomnies centrales, mais du coup de belles perspectives de nouvelles thérapeutiques. Merci à tous. Merci.